Bonjour tout le monde et bienvenue à ce webinaire sur la gestion des résidus de culture qui est organisé par les producteurs de grains du Québec. Alors, je me présente, je suis Julie Mercier, conseillère aux communications au PGQ. Avant de débuter la présentation, j'ai quelques petites consignes. Je vous demanderai de garder votre microphone et votre caméra fermée tout au long de la présentation. Et à la toute fin, il y aura possibilité de réouvrir micro et caméra à l'occasion d'une période de questions et de discussions avec notre conférencier. Que je vous présente, M. Gilles Corneau, qui est agronome au développement des marchés chez Semence Pride depuis 18 ans et qui cumule 40 ans de carrière agronomique en production végétale. Alors, à vous, M. Corneau. Merci, Mme Mercier. Puis, merci aux producteurs de grains du Québec pour l'initiative de pouvoir partager nos observations et nos mises à jour d'après nos visites de champs qu'on fait régulièrement à travers le Québec. Alors, aujourd'hui, on va couvrir un peu plus du côté des résidus de culture, qui a été le phénomène de l'automne passé avec les récoltes. Et quel impact sur l'uniformité de l'émergence avec aussi les populations finales critiques, comment considérer l'option de ressemer et qu'en est-il des grains de maïs résiduels qui sont laissés au champ depuis l'automne dernier et les chances d'avoir du maïs volontaire. Alors, j'aimerais bien qu'on puisse avoir une discussion à la fin pour éclaircir les points que j'aurais pu manquer de précision. Alors, la première diapo. Alors, je vous présente une photo qui est vraiment pas qu'est-ce qu'on veut se remémorer de l'automne dernier, où il y a eu beaucoup de maïs qui a versé. Ce maïs versé a causé des problèmes par rapport au fait que les choppers sur les batteuses n'étaient pas en mesure de ramasser ces maïs qui étaient complètement par terre. Et là, qu'est-ce qui en est arrivé? C'est qu'on a eu des résidus de différentes longueurs, de différentes tailles, qui sont difficiles à gérer. En plus que à l'automne, les froids et tout, on n'a pas été en mesure de faire le travail primaire qu'on fait d'habitude, c'est-à-dire soit un chisel ou des labours ou quoi que ce soit à l'automne. Donc, ça a causé beaucoup de problèmes pour le printemps de 2020. Alors, le résultat, c'est qu'est-ce qu'on fait au printemps? Est-ce qu'on enfouit? Est-ce qu'on tasse les résidus ou est-ce qu'on ramasse les résidus? Alors, c'est une question que beaucoup de producteurs ont eu à se poser ce printemps. Et on a vu que même avec un printemps super hâtif, la décision a eu à être prise rapidement sur la façon de gérer. Certains producteurs qui ont décidé de se servir des déchaumeuses, certains autres ont tassé les résidus tout simplement. Alors ça a apporté ses lots de problèmes aussi, là. Mais par contre, je pense qu'il y a des solutions qu'on aura à envisager dans le futur pour remédier à des problèmes comme celui-là. La prochaine diapo. La photo, elle est petite, mais elle démontre très bien la longueur du résidu en question ici. Alors, comment faire pour gérer un résidu de cette envergure-là? L'enfouir dans le sillon. La difficulté avec le fait d'enfouir des résidus au sillon, on sait que ça peut causer jusqu'à 30% de la population à émerger d'une façon non uniforme. C'est un problème majeur. Pour les tasser les résidus, évidemment, quand on a des résidus de différentes tailles comme ça, on est pratiquement obligé de les couper afin de pouvoir les tasser d'une façon uniforme. La chose qui est un petit peu moins idéale dans ce cas-ci, c'est que lorsqu'on a tassé les résidus,
par la suite, on a eu des vents qui ont ramené les résidus sur le rang. Donc, ça aussi, ça a causé des problèmes d'uniformité au niveau du développement du plant. Alors, les ramasser serait probablement la façon la plus facile à éliminer le problème complètement des résidus. Par contre, c'est pas une pratique courante. Il y a des gens dans la région de Saint-Hyacinthe qui le font présentement, qui ramassent et qui mettent en balle les résidus. Dans les régions de l'Est de l'Ontario, c'est une pratique un peu plus courante où ils ont des machineries spécialisées, des forfaitaires qui font l'opération de mettre en balle les résidus. Et les résidus peuvent servir à ce moment-là comme pour les animaux comme litière, ou même il y en a qui vont les donner comme paille pour les animaux. Donc, oui, on n'a pas une perte totale à les ramasser. Ça peut servir, c'est quand même utile. Par contre, il faut apprendre à le faire parce que les râteaux de foin ordinaire qu'on utilise, le problème, c'est qu'ils vont ramasser probablement des roches qui vont pas très bien dans la presse. Donc, il y a des équipements un peu plus spécialisés qui vont éviter ce problème-là. Donc, la prochaine diapo, un peu exagéré comme photo, mais cette année, à peine exagéré. Vous voyez des résidus enfouis. Ça, c'est une pelletée de terre dans le sillon comme tel. Puis on voit les résidus enfouis complètement dans le sillon. Donc, ça, c'est avec une déchaumeuse. C'est un sol un peu plus léger. Ça a quand même fait un lit de semences relativement uniforme, mais pas tellement pressé, pas tellement dense. Donc, c'était facile pour de perdre de l'uniformité dans le semis à ce moment-là. On voit que l'émergence est affectée lorsqu'on n'a pas d'uniformité dans le semis. La présence de ces résidus-là, ça peut augmenter les insectes au niveau du sillon. Et aussi, c'est que ça peut nuire à l'humidité. Bref, l'humidité et la fertilité qui est disponible aux jeunes plants. Ainsi que cette année, un petit peu particulier, c'est qu'on s'est aperçu que lorsque les résidus étaient accumulés plus en surface du sillon, que le froid avait atteint les germes et les coléoptiles et fait des dommages. Alors, on voit que les résidus enfouis, ça a été une cause de plusieurs problèmes potentiels au niveau de l'uniformité de la population. Prochaine diapo. Donc, l'uniformité, dépendamment de la culture précédente. Évidemment, tous les problèmes que je fais allusion, c'est toujours des maïs sur maïs, évidemment. J'ai vu différentes façons, soit d'enfouir ou de tasser les résidus, des pertes de 3 à 6 000 plants à l'autre, dépendamment des conditions et tout. C'est quand même considérable. Ça ne veut pas dire qu'il va y avoir des pertes de rendement tellement, mais évidemment, c'est ce qu'on essaye de gérer le plus, les populations dans le maïs. Donc, on n'aime pas perdre autant de ces plants qu'on a perdus. Dans les cas des retours de soya ou de céréales, évidemment, c'est beaucoup moins pire. C'était des conditions beaucoup plus faciles pour les semoirs de garder une uniformité de la profondeur de semis. J'aimerais un petit peu mentionner que dans les cas de maïs sur maïs, que c'est qu'on avait des craintes sur la chrysomèle. Cette année, on voit pas, on pense qu'il n'y aura pas énormément de problèmes de chrysomèle dû au fait que c'est les adultes qui avaient été observés au champ à l'automne passé. Et avec les conditions qu'on a ce printemps, on est peut-être, on voit peut-être pas les opportunités de la chrysomèle à se développer. Donc, espérons qu'on n'aura pas énormément de problèmes par la chrysomèle.
Par contre, dans les champs, cette année, on voit régulièrement présence d'insectes d'incision, qui sont probablement dus au fait des résidus là, qui ont fait que surtout le ver à fil de fer que j'ai observé le plus là, dans des champs opportuns, qu'il va falloir faire des constatations puis faire des évaluations sur l'effet que ces insectes-là ont eu sur la population et ultimement sur le rendement. Prochaine diapo. Alors, j'ai amené une petite solution par rapport à, c'est les gens de l'Est de l'Ontario qui se servent de cette machine. C'est une machine un peu comme une déchiqueteuse qui va faire une succion et puis déchiqueter les résidus et les mettre en andin. Donc, l'andin peut être soit dans le bout de la machine ou dans le centre. À ce moment-là, pour pouvoir faire passer la presse. C'est une machine plus nouvelle, qu'on peut dire, puis qui va faire en sorte que ça va ménager ou ça va protéger des résidus comme des roches de se ramasser dans l'andin. Évidemment, je pense que ça, c'est une solution qu'on ne veut pas nécessairement apporter tout le temps. De ramasser les résidus, on sait qu'on aime bien avoir des matières organiques, mais dans des conditions comme on a eu cette année, peut-être des fois, faut être un petit peu plus passer un petit peu outre à ces idéologies, puis penser à l'uniformité du semis qu'on est à établir. Prochaine diapo. Les observations du printemps par rapport au semis hâtif qu'on a eu, mettons qu'on a fait au mois d'avril. On a été opportuniste, on a semé beaucoup de maïs dans le sud de Montréal à partir du 23-24 d'avril à aller à la fin d'avril. Puis, qu'est-ce qu'on s'est aperçu? C'est que il y avait beaucoup de périodes de froid qui comme à ce moment-là, les germes, les coléoptiles, lorsqu'ils arrivent à la partie froide du sol, ils sont affectés puis ils vont changer de direction ou ils vont tout simplement pas se développer. Ici, on voit les racines qui se développent, mais c'était un développement très, très, très lent. Des semis d'une semaine et demie, 2 semaines qui avaient à peine gonflé et on voyait très peu de développement du germe. Donc, c'était des conditions très froides. Par contre, je pense que on a eu quand même des populations viables, là, comme que je parlais tout à l'heure, qui sont appréciables, sont bonnes, mais on a eu des dommages causés par le froid. Les semis qu'on a faits dans le mois de mai, ces semis-là, au contraire, se sont développés super rapidement. Dans certaines conditions, dans les semis du 14, 10, 12, 14 mai, le maïs a sorti, a pointé peut-être 8 jours après. Donc, peu d'opportunités pour des dommages causés par les insectes, par le froid et tout. Mais c'est évident que on avait l'inverse des semis du mois d'avril, qui étaient des développements très, très lents, avec les semis du mois de mai, qui étaient des développements beaucoup plus rapides. La prochaine diapo, j'ai fait un amalgame là, de photos dans différents champs pour vous démontrer comment a été le développement du plantule lorsque le froid a frappé. Dans ça, c'était des semis d'avril. Dans la photo numéro 1, on voit très bien que le maïs a effeuillé sous le sol. On sait que, oui, il s'est très bien développé, mais le froid a empêché le coléoptile de partir vers le haut et il a tout simplement effeuillé sous le terrain et non pas, il ne fera pas de plan finalement. Dans la photo numéro 2, on commence à avoir un suspect sur la santé de
de cette plante-là. On voit un petit peu de dommages causés à la tige, c'est le coléoptile là, qui est en bas de la ligne noire. Là. Mais sur la photo 3, c'est le même plan, mais tourné un petit peu. Puis on voit que sur le coléoptile ou sur la tige blanche, on voit un S. On voit la tige est en forme de S. C'est pas une roche, il ne faisait pas le tour d'une roche. C'est que la partie que la flèche à pointe, là, c'est cette partie-là du coléoptile qui a été endommagée par le froid. Donc, lui, il arrête de croître, la croissance arrête, et c'est la croissance sur l'autre bord de la tige qui fait que ça l'a repris. Donc, c'est un dommage partiel dont le plan va reprendre et il ne sera probablement pas affecté. Par contre, il va y avoir un petit délai dans la maturité. Ça va pouvoir faire peut-être un grain mature quand même, mais si on pouvait le comparer avec une plante qui n'a aucun dommage, on aurait peut-être un 4 à 5 degrés d'humidité à la récolte de plus qu'un grain, une plante qui n'a pas été affectée par le froid. Donc, c'est ces petits délais-là qui sont causés par des choses comme le froid qui vont faire en sorte qu'à l'automne, on peut, à la récolte, voir l'humidité de notre grain un petit peu plus élevée. Dans la photo numéro 4, c'est typique, la plante ou le grain à gauche. Celle-là, lui, il n'a pas eu de chance du tout. Il était dans le froid continuellement. Alors, lui, probablement qu'il n'aura rien fait. Puis celui-là de droite, c'est comme la photo numéro 1. Il y a toujours une croissance à l'horizontale du coléoptile. Puis, effectivement, il a effeuillé sous le sol qui a causé des pertes de population. C'est bien? La prochaine, s'il vous plaît, Julie. Est-ce que tu peux présenter la prochaine diapo, Julie? Alors, Monsieur Corneau, on vous a perdu quelques instants. Ah! Oui, est-ce que vous m'entendez bien? Oui. À quelle place que vous avez c'est à la perdu? dernière. Juste, OK. À 4? Oui, exactement. Alors, si vous remettez la diapo d'avant, je peux le refaire, la 4? Eh bien, c'était à la fin de votre présentation sur la 4. Là. OK, donc on peut passer à l'autre? Oui, OK, parfait. Okay, désolée tout le monde pour les petits problèmes techniques. Alors ici, c'est un peu l'expérience en moi qui fait en sorte que j'ai peine à trouver des raisons pour semer moins que 2 pouces du maïs dans le sol. Année après année, les problèmes sont toujours dans les semis qui sont moins que 2 pouces. Des semis d'1 pouce et quart. Des semis d'1 pouce, c'est vraiment pas idéal. C'est dangereux. Comme je veux la photo de droite, c'est une photo que vous êtes habitué de voir. La partie du mésocotyle, qui est la partie entre le grain et les racines primaires, ça, c'est le mésocotyle. Lui, il va s'adapter, mais le coléoptile, lui, va toujours être 3/4 de pouce. Donc, lorsque vous semez du maïs à 2 pouces, il va toujours avoir ce développement-là. Ça ne change rien, la profondeur de semis. C'est juste que lorsque votre semis est à 2 pouces, il est plus isolé du froid, il est plus isolé des sécheresses possibles, il est plus isolé, il est plus proche de la fertilité continuelle. Parce qu'on sait que dans le sol, plus que le sol est maintenu humide d'une façon constante, bien, les nutriments sont disponibles à la plante. Donc, en ayant notre semis à 2 pouces, on garde
nos racines dans les parties de sol qui sont avec humidité constante. Donc, à ce moment-là, on s'assure d'avoir une bonne fertilité qui va s'accumuler au plant. Cette année, c'est particulièrement important de voir les semis à 2 pouces, de préférence sur les pouces et quarts, parce que le froid a vraiment eu un impact, comme je vous ai démontré tout à l'heure, un impact sur le développement du coléoptile qui est parti vers l'horizontale ou des choses comme ça. Donc, la photo de gauche, c'est une photo qui provient des équipements de Precision Planting. C'est une photo qui a été produite avec des résultats d'un Smart Firmer. Le Smart Firmer, c'est un équipement, la queue de castor, que vous êtes peut-être habitué d'utiliser, ou le bâton de hockey, qui va presser le grain dans le fond du sillon. Maintenant, ils ont accommodé le Smart Firmer avec un senseur d'humidité. Il y a d'autres senseurs avec le Smart Firmer, mais là, je m'attarde à celui-là qui est l'humidité du sillon. Donc, dans la photo d'en haut, le rectangle jaune où c'est écrit 29.8, dans ce rectangle-là, ça, c'est le moniteur 2020 qui nous démontre que l'humidité, à ce moment-là, dans cet endroit-là, excusez-moi, dans le sillon, était à 29.8, donc était en bas de 30. Et dans la fenêtre d'en bas, là, celle qui est verte, il est à 33,4 d'humidité. Qu'est-ce qu'ils ont été en mesure de faire? C'est qu'avec les localisations GPS, ils sont en mesure d'aller au champ et cueillir les plants qui étaient dans les régions de cette humidité respective-là. Alors, tous les plants qui sont à côté de la photo, à côté du moniteur 29.8, vous pouvez voir très bien que la germination était là, est constante. Par contre, on voit que l'émergence est très affectée. Dans le cas du 33,4 en bas, on voit que l'émergence est pratiquement uniforme. Donc, la leçon qu'on vient d'apprendre, c'est tout nouveau. Precision Planting a mis ça à disposition des producteurs l'an passé, l'été passé. Alors, qu'est-ce qu'on sait maintenant? C'est que l'humidité dans le fond du sillon, si elle est en bas de 30 on peut avoir énormément de problèmes d'émergence. Alors, ça veut dire que notre grain peut germer, mais l'émergence peut être saccadée énormément. Voilà l'importance d'avoir des semis qui sont à des profondeurs pour aller maintenir cette humidité-là qu'on va avoir autour de notre plante. Et vous allez sûrement me poser la question, comment je m'assure d'avoir 30 d'humidité dans le sillon? Donc, évidemment, lorsqu'on est dans l'opération du semis puis qu'on observe le problème, dans les régions du Midwest américain, eux, ils vont pouvoir descendre leur grain d'un quart de pouce, aller à 2 pouces et quart, puis ça va bien aller. Nous, dans nos conditions, c'est peut-être pas toujours possible. On peut pas descendre plus bas que 2 pouces et quart, 2 pouces et demi, on peut pas faire ça. Donc, nous, ce qu'on va apprendre avec ces équipements-là, c'est notre gestion des terres, des sols, durant l'automne, le printemps, afin de s'assurer de maintenir l'humidité à 2 pouces. C'est de cette façon-là que nous, on aura à travailler. Et évidemment, lorsqu'on enfouit des résidus dans le sillon, comme on a fait cette année dans certains cas, bien évidemment, on a ce problème où l'humidité au semis pouvait peut-être être en haut de 30 ou proche de 30 et les résidus ont absorbé beaucoup d'eau. Ils absorbent beaucoup d'eau dans le sillon. Donc, ils peuvent faire descendre l'humidité à l'émergence et causer des problèmes d'émergence à ce moment-là. Alors, c'est une information très particulière, très intéressante, très agronomique que je vous soumets. Puis, je pense que ça laisse place à discussion sur les préparations de terrain, le travail primaire à l'automne et les travaux de printemps en préparation des semis. Prochaine.
Pour faire un peu le point sur les, euh, les ressemis, évidemment, comment on prend une décision pour faire des ressemis? Je dois dire que cette diapo-là, là, si vous êtes en mesure de mieux voir, là, je l'ai choisi, le tableau de droite, par rapport à une étude qui a été faite en Ontario, qui démontre que des populations basses vont quand même permettre des potentiels de rendement relativement élevés. L'expérience des ressemis, je me rappelle de plusieurs saisons qu'on a fait des ressemis dans le Québec, des grandes surfaces. Et les producteurs n'ont jamais vraiment été totalement satisfaits des résultats. Puis je pense que ce tableau-là démontre un peu ce phénomène-là. Donc, lorsqu'on a des semis hâtifs, comme on avait cette année, le 25 avril, quand vient le temps de faire un ressemis, le 15 de mai, l'avantage du semis hâtif permet de perdre la population de sorte à ce que ça n'affectera pas beaucoup le rendement. Lorsqu'on fait des semis tardifs, là, c'est pas la même chose, mais dans ce cas-ci, dans des semis hâtifs ou en période de semis normal, les populations peuvent baisser relativement, des baisses relativement importantes et on perd pas tant de rendement. Donc, il faut vraiment tout considérer. Il faut considérer, comme je viens de dire, la date de semis, les conditions du champ. Cette année, surtout, les conditions de champ nous permettent moins de faire des ressemis dû au fait qu'on a des résidus, dû au fait que c'est sec, la saison est très sec. Donc, ça joue. Est-ce qu'on est mieux de garder ce qu'on a et puis de bien le protéger en s'assurant d'avoir un contrôle des mauvaises herbes et d'avoir une fertilité adéquate au lieu de ressemer. C'est ça les questions qui se posent. Alors, la prochaine, je crois que c'est la présence des résidus, des maïs résiduels qu'on a eu l'automne passé. Il y avait beaucoup de maïs, il y avait beaucoup d'épis au sol. Donc, est-ce que vous allez avoir à gérer du maïs volontaire? Bien, on pense que ça va être beaucoup moins pire pour plusieurs raisons. Une des premières raisons, c'est qu'il y a beaucoup de ce maïs-là qui n'était pas à maturité. Donc, c'est un germe de très mauvaise qualité, au départ. Il y en a beaucoup de ces grains-là qui étaient en surface, qui a gelé tout le kit. Ensuite, il y a aussi la période depuis le mois d'avril où on a très peu d'humidité en surface, qui va faire en sorte que peut-être que les chances de germination sont vraiment minimes. Donc, oui, on devrait faire quand même attention pour bien marcher les champs pour s'assurer qu'on n'a pas trop de maïs volontaire. Mais les dégâts ne devraient pas être aussi pires qu'anticipés l'automne passé. Alors, je suis tout oreille pour discuter avec vous et prendre vos questions. Oui, alors, tout le monde, je vais réactiver les micros à ce moment-là de nos participants pour que vous puissiez poser vos questions. Je vous invite aussi peut-être à lever la main. Vous voyez sur la diapositive à l'écran, vous avez l'icône participant. Si vous cliquez sur cette icône-là, vous allez avoir une petite fenêtre qui va s'ouvrir et vous pourrez à ce moment-là lever la main. Alors, moi, je pourrais activer votre micro à ce moment-là. J'aurais peut-être une petite question pour vous, M. Corneau, si vous permettez. Selon vous, quelles devraient être les conditions tout au long de la saison de croissance là, pour que les producteurs aient toutes les chances de leur côté là, pour rattraper, disons, les problèmes qu'on a connus là, depuis ce printemps? Oui, évidemment. Je pense que depuis quelques années, Julie, je me sers d'une application qui s'appelle WeatherTrend.
qui est une application, c'est une compagnie américaine qui prévoit les tendances météorologiques. Depuis quelques années que je suis cette application, les indications pour le printemps étaient pile sur les conditions qu'on a eues, les tendances qu'on a eues ce printemps. Et pour le reste de la saison, on semble indiquer qu'on va avoir une saison qui va, après le mois de juin, qui va être dans la norme. C'est-à-dire que les pluies vont être plus à temps avec les stades de croissance du maïs et la période de sans-gel devrait être assez longue à l'automne avec une température très chaude au mois de septembre. Donc, on prévoit, après avoir passé le mois de juin, d'être en mesure d'avoir une saison dans la norme des 40 ans. Qu'est-ce qui arrive cette année qui est particulier, c'est que avril, mai et juin, les tendances étaient à du temps plus sec et c'est effectivement qu'est-ce qu'on a. Là, présentement, la pluie qu'on est supposé d'avoir aujourd'hui, qui s'avère être pas énorme, c'est pas des quantités énormes. Eux prétendent que jusqu'à la fin de juin, on n'aura pas beaucoup d'accumulation d'eau non plus. Mais le reste de la saison, supposément, devrait être une saison normale selon les conditions sur 40 ans. Alors, on a Salah qui a une question. Salah, Allô? Oui, on t'entend bien. OK. Bonjour tout le monde. Merci beaucoup, Gilles. C'est une excellente présentation. En fait, on a eu quelques questions. J'ai eu personnellement des questions sur la saison. En tout cas, tu as dit, dans le cas où la situation, on revit cette situation-là comme 2019, moi, je ne souhaiterais pas qu'on la revive, là, que ça ne reproduise pas. Mais il y avait la question, comme tu l'avais présenté, il y en a qui ont abandonné les champs. Il n'y a pas juste les tiges, là, c'est comme ils ont chopé puis que le maïs est resté avec les épis dans le champ et tout ça. Oui. Dans un exercice normal, il y a des gens qui reviennent avec du soya cette année, qui ont mis du soya. Puis la question qui a été posée, puis on m'a posé la question, c'est quoi la meilleure façon? Parce que c'est la crainte qu'ils avaient, non seulement les résidus, mais des graines de maïs qui restent dans le champ, qui sont un peu surélevées et que ça se trouve dans la récolte soya plus tard. C'est le récolte, là, comment ça se fait. Moi, ce que j'avais suggéré, puis intuitivement, c'est d'utiliser un offset là, comme un passage là, pour détruire un peu les épis et les tiges. Puis là, je n'ai pas eu de feedback, c'était quoi le résultat? Parce que je comprends qu'il y a l'aspect semi-levé, froid et tous les résidus, mais l'aspect plus tard à la récolte. C'est quelqu'un qui récolte, il peut jouer sur la hauteur de la table peut-être, mais pour ne pas se ramasser avec des choses dont le soya qui va le déclasser finalement. Je ne sais pas c'est quoi, qu'est-ce qu'il serait observé en cours de saison pour éviter que le producteur se ramasse avec des graines dans la récolte soya. Oui, il y a eu des conditions à laquelle que les producteurs, qu'est-ce qu'ils ont fait, s'ils se sont servis, admettons, d'une déchaumeuse ou quelque chose comme ça pour enfouir les résidus un peu, puis ces choses-là, ils ont passé un rouleau avant de semer le soya. Ça, effectivement, je crois que c'était la seule façon d'éviter d'avoir des problèmes à la récolte. Ça l'a en plus, ça a été mieux pour le semis. Ça l'a fait un semis un peu plus uniforme. Et là, il y avait le choix de rouleaux aussi. Les rouleaux brillants, c'est ce que tout le monde a plus en main, a plus facilité d'avoir, recours à des rouleaux brillants. Par contre, de loin, les rouleaux plats sont avantagés pour des conditions comme celle-là.
Mais je vais faire une précision. J'ai mentionné que le rouleau doit être passé avant de semer. Il y en a, oui, qui ont passé le rouleau après le semis. Oui. Non, ça ne fonctionne pas. Pour aller chercher l'uniformité du semis, c'est mieux de passer le rouleau avant, raffermir le sol un peu. Même si les soya vont être semés dans les résidus, il va atteindre quand même un niveau de population acceptable. Puis, en plus de l'uniformité qu'il va avoir, bien, effectivement, qu'il va avoir de plus. S'il passe le rouleau après, qu'est-ce que ça fait? Les unités vont pousser les résidus, ils vont faire des tas de résidus, puis là, ça fait des inégalités. Même si tu passes le rouleau après, tu peux pas faire revenir ça droit, là. Alors, c'est mieux de passer le rouleau entre le travail du vibro ou de peu importe et avant de passer le planteur ou le semoir. Est-ce que j'ai le droit à une autre question? Oui, oui. Non, mais c'est parce que c'est intéressant, puis c'est des situations quand même particulières, puis c'est des challenges, puis c'est pas quelque chose qu'on vit tous les jours non plus, là. Moi, l'autre question, c'est au niveau fertilisation. Ben, on sait que le monde fertilise de plus en plus le soya et que si maintenant quelqu'un revient maïs sur maïs puis qu'il n'a pas récolté ou qu'il n'a pas ramassé ce qu'il y avait avant, est-ce qu'il y a-t-il des ajustements dans l'azote ou apporté ou la fertilisation? Parce que je sais que c'est de la biomasse. Ça ne va pas être disponible peut-être pas cette saison, mais pour les années à venir, là, puis c'est surtout des graines, ben, est-ce que les gens doivent quand même vérifier cet aspect-là ou pas? Ben, lorsqu'on a une quantité de résidus appréciable comme celle-là au sol, évidemment, tout l'azote qu'on va appliquer en début de saison va probablement être absorbé par ces résidus-là pour finalement la décomposition. C'est toujours ça qui arrive, surtout l'azote, évidemment. Oui. Donc, il est assez difficile de faire une recommandation d'application d'azote qui aurait un bénéfice au soya de la saison même, parce que les résidus vont probablement être c'est les choses qui vont l'absorber le plus. Malheureusement. Ouais, merci. Non, je pense que la solution ou l'option de ramasser les résidus est une option qu'on aura à se familiariser de plus en plus avec. J'ai travaillé l'automne passé puis ce printemps à faire le tour des régions de production ontariennes. Et c'est là où j'ai appris qu'eux ont commencé depuis quelques années maintenant à de temps en temps, tout simplement, ramasser les résidus pour avoir un lit de semences qui est avantageux. On n'a pas encore les équipements, malheureusement, ici. Ce n'est pas une pratique. Oui, c'est dans le futur, peut-être. Oui, je pense que les équipements, l'équipement que je propose, c'en est une parmi d'autres, probablement, mais celle que je suis plus familier avec, le Loughness, c'est une compagnie américaine et eux autres qui ont cette machine-là qui est faite pour gérer les résidus de surface. Spécialement pour cette raison-là, dans les cultures en rang qu'ils appellent. Donc, oui, je pense que là, on est en mesure de faire en sorte de prendre plus d'expérience avec le ramassage. Sais-tu si ça coûterait à peu près combien, non? Passer l'équipement? Oui. Passer l'équipement, c'est si le producteur ou le forfaitaire fait les balles, ça serait le prix de faire les balles. Ça ne serait pas plus dispendieux. C'est juste que l'équipement, je ne crois pas que le producteur qui va s'équiper de l'équipement en question pour faire des balles, pour ramasser de la paille de maïs, il faut qu'il fasse des surfaces pour faire payer, pour que ce soit payant pour lui, là.
Mais je crois, ça là, tu dois te rappeler des choppers là, qu'on se promenait avec dans le temps, avant qu'il y ait des nez choppers sur les batteuses. Ouais. Les producteurs avaient des choppers qui se promenaient Oui. avec. Mais c'est tout simplement un chopper comme ça, mais de plus grande envergure qui fait un andin. C'est ça qui est la nouveauté. Merci. Est-ce qu'on a d'autres questions pour M. Corneau? N'hésitez pas, on a encore du temps. Alors, personne ne se manifeste. Et je vous remercie tout le monde pour votre participation. C'est très apprécié. Merci beaucoup, Julie. Merci, un immense merci, Merci. à vous, M. Corneau, pour cette belle présentation, pour le temps que vous avez consacré, c'était fort pertinent. J'espère qu'on va rejoindre encore plus de gens là, via la rediffusion qu'on va diffuser sur nos plateformes. Et je vous souhaite bonne saison à tous. Puis je vous invite à un prochain événement le 17 juin, toujours un mercredi matin. Cette fois, c'est concernant les marchés et l'impact de la COVID-19 là, après près de 4 mois là, de secousses là, sur les marchés, dont celui des grains. Alors, merci beaucoup tout le monde. Merci, Julie. Merci.